Claude Chapalin, bonjour. Bonjour. Alors, le premier bilan de l'étude choc suivi hivernal des oiseaux communs est mitigé. Alors, avant de parler de ce bilan, peut-on en savoir plus sur cette étude? Alors comment ça marche? Donc choc, déjà ça veut dire suivi hivernal des oiseaux communs, des oiseaux qu'on a chez nous en hiver qui sont pas forcément nicheurs ici. Certains oui, d'autres viennent de pays situés plus au nord de la France. Il y a un protocole à suivre que des personnes intéressées peuvent s'y mettre d'ailleurs. Donc il y a des carrés qui sont tirés au sort par le Muséum de Paris. Sur ce carré, on trace, enfin l'observateur est libre de tracer un parcours de 3 kilomètres en divisé en tronçons de 300 mètres, et puis on marche et on note tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Au cours du parcours, et puis après au-dessus de nous il y a des statisticiens qui en tirent des renseignements, disons, de valeur scientifique. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y mettre finalement avec quelques connaissances en ornithologie évidemment, et après c'est la masse des informations qui fait leur valeur. Donc, plus il y a d'observateurs, plus les données sont bonnes. Hein. Exactement. En France, actuellement, il doit y avoir un peu 300 observateurs d'après les premiers résultats dont j'ai eu connaissance. Malheureusement, toute la France n'est pas couverte, loin s'en faut. Par contre, dans la Nièvre, on est de bons élèves. On serait 23 observateurs pour le département. Donc c'est quand même satisfaisant. Hein. C'est satisfaisant. Quand on regarde la carte de France, on est bien placé, oui. Alors quel est l'objectif de cette opération choc? Donc toutes ces enquêtes de sciences participatives, parce qu'il y en a d'autres, ont pour but d'essayer de mesurer ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, nos oiseaux communs, on va dire. Parce que ça, c'est un peu depuis le Grenelle de l'environnement. On s'est aperçu que la biodiversité, on savait à peu près ce que c'est, mais que c'est très difficile à mesurer, juste entre autres pour les espèces banales. Puisque le paradoxe, c'est que les espèces rares sont relativement beaucoup mieux connues que les petits oiseaux de chez nous, les pinsons, les moineaux, etc. Alors on parle des oiseaux communs, vous venez de nous donner quelques exemples, est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner? Oui, bien sûr. Donc il s'agit souvent des espèces que tout le monde connaît, hein, les pies, les corbeaux, pour citer quelques grandes espèces. Et puis j'ai déjà cité les pinsons, les linottes, les bruants, tous les petits oiseaux des champs. En particulier, on distingue les oiseaux granivores, les oiseaux des campagnes, et puis d'autres oiseaux qui viennent près des maisons, comme les mésanges charbonnières, les mésanges bleus, ou des oiseaux familiers. Alors ce premier bilan choc est donc mitigé. Il montre par exemple que le nombre de corbeaux freux a significativement diminué. Oui. Il faut préciser que ce premier bilan intervient au bout de 3 années seulement. Donc, ce qui, du point de vue statistique, c'est un échantillonnage très très court et limité. Hein. Donc, pour le moment, on peut pas tirer des conclusions bien définitives. Ensuite, vous venez de citer le corbeau freux. C'est un exemple intéressant parce qu'il montre la difficulté qu'il y a à tirer des conclusions. Le corbeau freux, tout le monde connaît, il y a des grosses colonies dans la Nièvre, et le corbeau freux, donc il y a une impression d'abondance, et cependant le corbeau freux est en diminution. L'impression d'abondance, elle peut venir de ce qu'en hiver, justement, on reçoit des populations venues des pays du Nord qui viennent passer l'hiver chez nous. Et par ailleurs, les corbeaux-freux nicheurs chez nous sont en diminution. Donc c'est assez paradoxal. Et puis alors,
pour insister sur cette diminution, il y a là aussi c'est difficile d'interpréter parce que le corbeau-freux est souvent persécuté jusqu'en ville, par exemple, par des tirs. Mais d'un autre côté, le corbeau-freux, c'est une espèce plutôt nordique. Par exemple, il y en a quasiment pas en Espagne, il y en a très peu dans le sud de la France, des colonies de corbeau-freux. Et donc, lui, il est plutôt victime du réchauffement climatique. Donc, si vous voulez, ce sont des explications toujours multiples. Alors la chouette effraie des clochers est également très menacée. Quelles en sont les causes ? Alors là, c'est relativement moins mystérieux, l'explication de la diminution de l'effraie. Elle est à rechercher d'une part dans la diminution de ces sites de nidification, entre autres raisons par l'enjaillagement des clochers, puisqu'elle s'appelle effraie des clochers, donc c'était un de ces sites de nidification favoris. Alors pour des raisons de facilité, de sécurité, d'opportunité, les clochers sont souvent fermés par des grillages, donc elle a perdu ses sites de nidification très fortement. Et puis il y a aussi l'évolution des pratiques agricoles qui fait que la chouette effraie, elle se nourrit essentiellement de petits rongeurs. Et du fait de l'évolution des pratiques agricoles, le nombre de petits rongeurs disponibles a diminué considérablement. Alors il y a aussi les accidents de la route, on va dire, les chocs avec les voitures sur les routes la nuit, puisqu'elle chasse souvent sur les accotements. Donc elle se fait taper par les voitures au passage de celles-ci, alors qu'elle était en train de capturer des petits rongeurs dans le fossé ou sur l'accotement de la route. Alors nous le disions, les chouettes effraie sont plus que menacées, et pour ça il me semble bien que vous procédez à la construction et pose de nichoirs. Exactement. Donc très concrètement, en ce moment, notre association, à l'initiative de ses membres, construit des nichoirs gratuits, mis à disposition des communes. Donc il y a un petit questionnaire qui a été envoyé aux mairies de la périphérie de Nevers et on leur propose d'installer dans le clocher ou dans un bâtiment municipal ou dans une école, donc une sorte de grande caisse qui est adaptée aux dimensions de l'oiseau, qui a l'avantage d'éviter, l'oiseau ne rentre pas dans le grenier, par exemple, ou ne rentre pas dans le clocher. Il a accès directement par l'extérieur à la caisse, par une sorte de chatière, et comme ça évite le bruit à l'intérieur du bâtiment, les salissures à l'intérieur du bâtiment, et ça empêche, par exemple, aussi les pigeons de rentrer parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par ce genre de cavité. Les pigeons, les choucas, à l'intérieur du clocher où ils s'installent, ils ont besoin de lumière. Alors que là, la caisse est fermée, et donc ça maintient la chambre d'incubation dans le noir. Voilà, puis ça permet à la chouette effraie d'avoir sa petite intimité, si on peut le dire comme ça. Exactement. Donc, il y a déjà eu des nichoirs de posés, plusieurs communes qui nous ont répondu favorablement. L'école de Paris-Lévaux, par exemple, est intéressée. On est en pourparlers avec eux et ça permettrait, entre autres, de faire des activités avec les élèves aussi. Donc pour ça, il suffit simplement de vous contacter. Il suffit de nous contacter. C'est gratuit pour les collectivités, on va dire. J'en profite d'ailleurs, parce que ça nous coûte quand même un petit quelque chose. S'il y a des auditeurs qui peuvent mettre à notre disposition des planches dont ils n'ont pas d'usage, ça nous éviterait des frais et la plupart du temps, on arrive à construire ces nichoirs avec des matériaux de récupération. Donc là, avis aux auditeurs. Avis aux auditeurs et merci d'avance. Alors concrètement, quelles sont les espèces les plus menacées ? Alors ça, c'est très difficile de désigner une espèce ou des espèces particulièrement menacées. Il y a d'une part, dans les petits oiseaux, il y a tous les espèces granivores des campagnes qui sont victimes du changement des pratiques agricoles, entre autres la diminution des pâtures en faveur des cultures.
Pour les insectivores, il y a la diminution de la ressource alimentaire, c'est-à-dire la disparition des insectes, là dont tout le monde a entendu parler. Entre autres, les Allemands ont publié, là, il y a un mois ou deux, des chiffres tout à fait impressionnants de diminution de 70-80% des insectes en Europe sur les 20 dernières années. Donc là aussi, les explications sont multiples. Alors parmi les espèces en très forte diminution, on peut. Alors là, on parle des nicheurs de chez nous. Hein. On pourrait citer les linottes, les pinsons, et puis il y a aussi les hirondelles. Les hirondelles de fenêtres qui nichent sous les balcons, accrochées aux façades. Les hirondelles rustiques qui nichent, qui sont plus campagnardes, qui nichent dans les écuries. Dans les deux cas, la diminution s'explique d'une part par la limitation de la ressource alimentaire du fait de la diminution du nombre d'insectes, puisque ce sont des insectivores, et d'autre part la réduction des sites de nidification. Pour l'hirondelle rustique, c'est l'évolution des bâtiments agricoles qui sont moins favorables. Les hangars modernes sont bien moins favorables que les vieilles écuries d'autrefois. Et pour les hirondelles de fenêtres, alors là, il y a les réfections de façade, et ça c'est assez scandaleux parce que ça se produit aussi bien, ça vient aussi bien de la part des particuliers qui n'aiment pas les salissures sur leur façade. Bon, ce qui peut se concevoir, mais il y a des moyens pour éviter cet inconvénient. Et d'autre part, les administrations elles-mêmes, qui font détruire les nids d'hirondelles de fenêtres lors d'une réfection de façade, toujours pareil. Alors, est-ce qu'on peut dire que les oiseaux communs disparaissent dans notre département ? Globalement, on note quand même une forte diminution pour beaucoup d'espèces. Je viens de citer les hirondelles, je viens de citer certains granivores des champs comme les linottes. Alors, à part ça, il y a des exceptions. Il y a des exceptions avec des espèces qui se portent plutôt bien ou plutôt mieux ou qui sont en augmentation, avec comme explication par exemple le réchauffement climatique, mais aussi l'adaptation. Il y a des espèces qui sont facilement adaptables, d'autres moins. L'api est très souvent victime de persécutions, en particulier dans les campagnes, donc elle a globalement au niveau de la France, elle est en diminution. Cependant, elle compense un petit peu par une installation plus près des hommes, dans les zones périurbaines par exemple. Mais globalement, elle est en diminution. Très bien. Alors, comment on peut faire pour pallier à ces disparitions et diminutions ? Est-ce qu'on peut aider les oiseaux ? Alors, bien sûr qu'on peut aider les oiseaux, mais pas tous, pas toujours, et il n'y a pas de solution unique non plus. Notre association, la LPO 58, là, essaye d'aider les oiseaux dans leur globalité par des actions de sensibilisation du public, des enfants en particulier, des collectivités, donc entre autres par les refuges LPO, pour lesquels les écoles, par exemple, sont de plus en plus demandeuses. Le travail d'enquête, les chocs et les stocks dont on a parlé précédemment, contribuent aussi à cette meilleure connaissance qui doit entraîner une meilleure protection des oiseaux. Et puis ensuite, donc il y a les coups de pouce ponctuels qu'on peut donner par la pose de nichoirs, par le nourrissage des oiseaux en hiver à la mangeoire, mais on ne peut pas aider. Alors d'une part, on ne peut pas aider toutes les espèces. Pour le nourrissage, on peut aider les granivores, bien sûr, et pas les autres. Pour les nichoirs, on peut aider les oiseaux cavernicoles comme les mésanges. Donc cavernicole, ça veut dire qu'ils nichent dans un trou, on va dire, dans une cavité. On peut difficilement aider les oiseaux qui construisent eux-mêmes un petit nid je pense au chardonneret par exemple, leur petit nid dans un arbre fruitier par exemple. En ce qui concerne les oiseaux, le nourrissage des oiseaux en hiver, il y a quelques précautions à prendre, il faut faire attention quand même.
parce que ça peut être l'effet peut être contraire à celui qu'on attend, en ce sens que d'une part, les oiseaux, on peut nourrir que les granivores, les oiseaux sauvages, les oiseaux libres doivent rester libres. Il ne faut pas non plus les rendre dépendants de l'alimentation qu'on peut leur apporter. Donc il faut nourrir uniquement en période vraiment en mauvaise saison, en particulier, je pense au Morvan, en particulier quand il y a de la neige. Par ailleurs, les mangeoires peuvent être des lieux de concentration de nombreux oiseaux. Alors évidemment, c'est toujours un plaisir de regarder les oiseaux quand on est derrière sa fenêtre et les oiseaux s'approchent des maisons, mais ça peut être dangereux en ce sens que cette concentration d'oiseaux peut faciliter, disons, la transmission de certaines maladies, entre autres une maladie virale qu'on appelle la poxvirose. La concentration des oiseaux rend donc la transmission de cette maladie plus facile, et d'une part, il faut arrêter le nourrissage de temps en temps, pas nourrir continuellement. Il sert à rien, il faut pas nourrir qu'à la belle saison. Et il faut nettoyer, désinfecter les mangeoires le plus souvent qu'on peut. Et puis choisir aussi certaines mangeoires. C'est-à-dire, il faut privilégier les mangeoires suspendus, parce que les oiseaux ils prennent leurs graines et ils s'en vont. À la différence des nichoirs plateaux où les oiseaux se concentrent et puis en plus ils laissent leur déjection, ce qui facilite aussi la contagion. Donc il faut être quand même très 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 prudent dans ce qu'on fait. Alors est-ce qu'il y a des aliments à privilégier? Alors ça, personnellement, moi je conseillerais la graine de tournesol. En particulier les graines noires, puisqu'il y a des graines striées. Les graines noires sont, paraît-il, plus riches, plus nourrissantes, donc plutôt à privilégier. Les mélanges de graines qu'on voit souvent provoquent un gros gaspillage. Ce qui fait d'ailleurs des graines qui tombent au sol et qui contribuent justement à cette concentration des oiseaux au sol qui n'est pas saine du point de vue de la transmission des maladies, encore une fois. Très bien, je vous remercie Monsieur Chapalin pour toutes ces précisions. Alors en cas de doute ou de question, vous êtes là pour aider le grand public? Oui, bien sûr, ça fait partie c'est la vocation presque le principal de la LPO 58. Donc on est à disposition des gens qui auraient des questions à nous poser. On a un site nièvre.lpo.fr, donc ça c'est le site pour nous joindre. Et puis sinon, donc le site participatif, le site où le public, toutes les personnes intéressées peuvent nous transmettre sur leurs observations, c'est faune-nièvre.org, avec un site participatif qui s'appelle Oiseaux des Jardins. Et puis les enquêtes dont on a parlé au début, donc les enquêtes choc, les enquêtes stock, sont ouvertes au public, à toute personne qui se sent déterminer les oiseaux. Alors, il faut pas que les gens hésitent à nous contacter pour avoir tous les renseignements souhaitables. Bien, je vous remercie encore une fois. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à nos auditeurs? Non, venez, merci d'abord de la participation. On est ouvert, justement, j'insiste, à cette participation du public, à cette idée d'enquête participative auquel tout le monde peut joindre. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui seraient intéressées. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci à vous, au revoir.